Merci d'être venu à notre invitation pour parler de l'histoire des oubliés de Tromelin. Tromelin, je restitue rapidement le cadre, c'est une minuscule île qui se trouve à 500 km au large à l'est de Madagascar, et c'est sur cette île minuscule corallienne, 1 km², que s'est échoué en 1761 un navire qui faisait la traite des esclaves. Voilà. Et c'est une histoire qui a été une histoire un peu oubliée, enfouie dans l'histoire de France. Et évidemment, c'est une histoire qui a, grâce au travail archéologique mené notamment par M. Guéroux et puis l'Institut national de l'archéologie préventive. Il y a eu quatre campagnes de fouilles quand même qui se sont étagées entre 2006 et 2013, je crois. Hein. Et donc cette histoire a ressurgi et elle est évidemment très symptomatique d'une histoire oubliée dans l'histoire française, qui est l'histoire de l'esclavage. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Yves Boquet, qui est donc le directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Pierre-Yves Boquet, cette histoire, comme je viens de le dire, c'est une histoire qu'on avait un peu oubliée. Oui, c'est une histoire qu'on connaît mal et qu'on comprend encore moins bien en France. Pour situer ce dont on parle, donc on parle du premier temps de la colonisation française. C'est une première chose à réaliser, c'est que contrairement à l'image que beaucoup de gens ont, la colonisation française ne commence pas avec la conquête de l'Algérie en 1830. Elle commence en 1534, quand François Ier envoie Jacques Cartier faire participer la France à ce qu'on a appelé plus tard les, entre guillemets, grandes découvertes. Et ensuite, à partir du XVIIe siècle, et singulièrement de façon industrielle, en commençant sous Louis XIV, la France va se tailler un premier empire colonial qui va s'étendre en Amérique du Nord, donc dans ce qu'on appelait la Nouvelle-France, ce qui est aujourd'hui le Canada, la Louisiane, le centre des États-Unis, qui va de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Grand Lac, les Caraïbes, avec la Martinique, la Guadeloupe, qui sont toujours françaises, Saint-Domingue, qui s'appelle aujourd'hui Haïti, la Guyane, l'océan Indien, avec l'île de la Réunion et l'île Maurice, les Indes, et c'était ça le premier empire colonial français. Et le moteur de cet empire, c'était l'esclavage. Parce que la finalité de cet empire, c'était une finalité économique. Il s'agissait en fait de profiter de cette première mondialisation dont les marchandises phares étaient des produits agricoles, des épices qui venaient d'Asie, et puis des nouvelles plantes qui constituaient les consommations de luxe de l'Europe, le café, le cacao, le sucre, plus tard le coton, l'indigo, d'autres produits encore. Et pour produire ces produits, il n'y avait pas de machine à vapeur, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait que de l'énergie humaine qu'on exploitait dans des conditions horribles. Et donc on ne trouvait pas de volontaires pour faire ça, ni chez les indigènes des territoires qu'on avait colonisés, ni chez les personnes plus ou moins volontaires, engagées qu'on avait commencé à amener d'Europe. Et donc, on est allé chercher cette main-d'œuvre en Afrique. Alors justement, l'affaire de Tromelin, je l'appelle comme ça, elle a un relief très particulier parce que ce qui s'est passé, c'est que ce navire, on appelait ça une flûte d'ailleurs, hein, ce type de navire négrier. Oui, c'est ça. C'est échoué. Il y avait à peu près 160 hommes d'équipage et autant d'esclaves dans les cales. Et ils se sont retrouvés tous sur l'île. Enfin, un certain nombre, la moitié des esclaves se sont noyés, hein, évidemment. Et ils se sont retrouvés sur l'île à devoir survivre ensemble. Et pendant 2 mois, ensemble, ils ont construit un bateau
avec les débris de leur bateau qui s'était échoué, qui était encore sur les coraux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je laisserai peut-être Max raconter ça parce qu'il en a trouvé les traces. Mais ce qui est intéressant là, c'est que ce que vous nous racontez, c'est une histoire. C'est pas la grande histoire. Parce que, et pourtant, ça en fait partie. Parce que quand on pense à l'esclavage dans la grande histoire, celle qu'on a appris à l'école, on a au mieux deux images. La première, c'est la carte du commerce triangulaire. Entre parenthèses, la carte du commerce triangulaire, elle ignore l'océan Indien. Donc pas de Tromelin dans cette histoire-là. Et on a par ailleurs l'abolition Victor Schœlcher 1848. C'est à peu près tout ce qu'on sait. 1848, ça concerne dans l'océan Indien la Réunion, c'est pas l'île Maurice où la cargaison devait aller, donc c'est même pas dans l'histoire. Et quand je dis ça, je dis que derrière cette carte, derrière, c'est souvent le même tableau d'un peintre qui s'appelait Biard qu'on utilise pour parler de l'abolition. Les personnes en esclavage, on les voit pas. Ou alors, c'est une masse indéterminée qui sont là, mais les grandes figures, alors c'est les, entre guillemets, méchants, Colbert, qui met en place l'Empire, Choiseul, le ministre de la Marine de Louis XV, et puis dans les gentils, entre guillemets, il y a Schœlcher ou l'abbé Grégoire qui se battent pour l'abolition, mais pas les personnes en esclavage. On les connaît pas, on les humanise pas, et on ne connaît pas leur histoire. Et ce qui est assez phénoménal dans l'histoire de Tromelin, il y a d'autres histoires sur lesquelles on pourra venir, c'est que là, on a un récit qui est concret, avec des anecdotes, celles que vous dites. On connaît même le nom de certaines personnes parmi les survivantes. Donc on les imagine, on les voit comme des personnes humaines. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que, comme l'esclavage a eu pour objectif de déshumaniser les personnes, de les priver d'éducation, d'existence légale, très peu, dans l'espace français, ont laissé de témoignages. Et les traces qu'on a d'elles, au mieux, c'est des traces du pouvoir en surplomb. C'est des sanctions qu'on trouve dans les tribunaux, c'est des actes de vente, c'est des choses qui sont de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et il y a eu longtemps l'idée que pour faire ressurgir l'expérience de l'esclavage, vue du point de vue des personnes mises en esclavage elles-mêmes, eh ben, en fait, on n'aura jamais de source. Et donc, c'est normal qu'elle ne fasse pas partie du récit parce qu'on n'a pas de source, parce qu'ils n'ont pas tenu de journaux intimes, parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se faire peindre comme les négociants de Nantes. Et en fait, ce n'est pas vrai. Il y a des traces, il y a des sources historiques. Et ces sources historiques, si on veut connaître la vie des personnes en esclavage, les plus importantes, celles qui aujourd'hui nous révèlent le plus de choses depuis une vingtaine ou une trentaine d'années qu'on s'intéresse à ça, c'est l'archéologie. Parce que ces personnes ont vécu, parce qu'elles sont mortes quelque part, leur corps repose, on peut le retrouver. Elles avaient des objets qu'elles cachaient parfois, je pense aux marrons de la Réunion ou de Jamaïque ou de Guyane, et on les retrouve plus tard grâce à l'archéologie. Et si on connaît, si on comprend, pour autant qu'on puisse comprendre cette expérience humaine extrême, ce qui s'est passé à Tromelin, c'est parce que les traces, les livres qu'ils n'ont pas écrits, ils étaient enfouis en fait dans le sol, et c'est Max qui les a déterrés. Alors voilà, la transition est toute faite. Max Giroux, vous avez mené donc quatre campagnes de fouilles sur cet îlot. Alors racontez-nous d'abord quand même la suite de l'histoire. Il s'échoue, le bateau. Il y a des survivants qui sont à la fois des membres d'équipage et des esclaves qui se retrouvent tous ensemble, qui se retrouvent finalement entre humains, qui retroussent leurs manches ensemble pour travailler et fabriquer un nouveau bateau. Qu'est-ce qui se passe ensuite et qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, ce qui se passe ensuite, c'est que, bien sûr, comme ils sont loin de tout et qu'il n'y a pratiquement pas de bateau qui passe à proximité de cette île, ils décident de construire un bateau avec les restes du bateau naufragé. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les rescapés des esclaves malgaches participent à la construction. L'idée initiale, c'est de pouvoir transporter tout le monde, mais les éléments de charpente que l'on tire de l'épave ne sont pas suffisamment grands pour qu'on construise un bateau suffisamment grand pour emmener tout le monde.
très naturellement, on décide que seuls les Blancs embarqueront sur ce bateau et on laisse sur l'île 80 esclaves qui sont les rescapés des 160 originaux, en leur disant de venir les chercher. En leur donnant on a récupéré des vivres en leur donnant ils ont à peu près 3 mois de vivres. On leur laisse un message qu'on met dans une bouteille pour expliquer leur situation au cas où quelqu'un passerait, et on leur dit ne bougez pas, on vient vous chercher. Et en réalité, pour des raisons diverses, on ne viendra les rechercher que 15 ans après. Donc ces gens qui sont jetés sur une île, qui ne sont pas en plus des gens qui ont une culture maritime, parce que la fouille archéologique montrera que ce sont des gens qui viennent en majorité des hauts plateaux, donc se retrouvent dans un environnement complètement maritime, et vont devoir d'abord survivre, puis, ce que montrera notre travail, s'organiser et créer une petite société, puisqu'ils vont avoir à gérer en commun un certain nombre de choses. Et je crois qu'en dehors de tout du bénéfice que l'on tire d'avoir une histoire qui s'ancre sur des personnes qui ont des noms, je crois que cette histoire, elle est importante, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que malgré le contexte tragique, c'est une histoire positive pour les esclaves, puisqu'en fait, ils démontrent à la face du monde que ce sont des humains, qu'ils ont créé une société, contrairement à ce qu'on avait voulu faire d'eux en les emmenant en esclavage. Donc c'est ça le point important de cette histoire, c'est que ça nous permet de parler de l'esclavage avec un aspect positif. C'est-à-dire, vous voyez, c'est rare, hein, parce que quand on parle de l'esclavage, on a toujours des conditions extérieures. La condition des esclaves eux-mêmes, c'est toujours négatif. Et il n'y a jamais un moment d'espoir, sauf au moment des révoltes, bien sûr. Mais dans l'histoire, cette histoire-là est forte à cause de ça. Voilà. L'optimisme est mesuré quand même, puisque à l'arrivée, on va sauver simplement. Oui, mais au niveau des idées, c'est très fort. Oui, bien sûr. Oui. Non, je voulais juste boucler la boucle de l'histoire. C'est que effectivement, 15 ans après, lorsqu'on envoie enfin un bateau, il n'y a que 7 rescapés, oui. Voilà, il n'y a que 7 rescapés et un bébé, je crois. Hein. Alors, il y a 7 femmes et un bébé. Bon, l'histoire est très compliquée, c'est-à-dire on essaye effectivement on essaye de les sauver, mais tardivement. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a un personnage positif, qui est le second du bateau qui a fait naufrage, qui lui promet de venir les rechercher, et se sent tenu par sa promesse. Mais quand il demande au gouverneur de l'Île-de-France, l'île de Maurice actuelle, d'envoyer des secours, on lui dit non, c'est pas la peine. Et il insiste, jusqu'à ce qu'à la fin de la guerre de 7 ans, qui est un contexte de guerre. Oui, qui est une période de guerre. Qui n'excuse rien, mais oui, à la fin de la guerre de 7 ans, la Compagnie des Indes, qui gère l'ensemble de ces îles de l'océan Indien, fait faillite. Et c'est la marine royale qui reprend la gestion. Et à ce moment-là, cet officier de la Compagnie des Indes écrit une lettre merveilleuse au ministre en lui disant il faudrait aller voir s'il y a des rescapés. Et le ministre dit « Ok, on va essayer de voir ». Puis, il se passe quand même 2 ans avant qu'en fait on le fasse vraiment. Parce que, imaginez l'époque, quand on donne des consignes depuis Paris à l'Île-de-France, il faut 7 mois pour que la consigne arrive au destinataire. Et si le destinataire lui dit « J'ai pas bien compris, est-ce que vous pourriez préciser ?» on en reprend pour 1 an. Donc, vous voyez que dans ces histoires, les délais sont énormes. Donc, et c'est à la suite de cette intervention, sa lettre commence par « L'humanité m'oblige à vous demander hein, ». Et c'est quand même, vous voyez, alors c'est pour ça que dans toute cette histoire, il y a des choses positives et négatives dans tous les côtés. Et il y a aussi à l'époque quand même un écho, puisque Condorcet va se saisir aussi de cette affaire. Oui, l'écho de Condorcet est un peu mitigé, c'est-à-dire que quand il écrit, je ne sais plus quel est son livre, enfin quand il écrit un livre sur l'esclavage, il cite l'histoire de Tromelin, et en disant « Je vais vous montrer comment les Blancs ne se comportent pas entre eux comme ils se comportent avec les Noirs. » Bon, c'est pas très virulent comme remarque.
Et pour la petite histoire, le capitaine qui va finalement aller chercher les rescapés, les derniers rescapés, s'appelait Tromelin. Oui, D'où le nom de l'île. Enfin, il y a une petite... oui, en fait, c'est indirectement que c'est pas lui-même qui décide, mais c'est indirectement, c'est assez compliqué, qu'on donne finalement le nom c'est de... plutôt son frère, d'ailleurs, en l'occurrence. Hein, Non, c'est plutôt lui, mais enfin, lui et son frère, parce qu'en fait, il y avait plusieurs Tromelins dans l'océan Indien à la même époque. Voilà. Bah écoutez, merci, on va revenir sur cette affaire. Je voudrais maintenant passer la parole à Sadiko Bejo. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette affaire, dans cette histoire précisément, parce que quand même, ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus. Vous avez produit des œuvres qui sont absolument d'ailleurs magnifiques. Évidemment, j'imagine qu'il y a eu une résonance chez vous toute particulière. Tout d'abord, je suis tombé sur cette histoire par hasard. Totalement par un hasard total, parce que à chaque fois que je travaille à mes pauses, soit je lis, soit je vais sur les réseaux sociaux et tout, et bam, je tombe sur une histoire, je commence à lire et ça m'intrigue. Du coup, je commence à faire des recherches pour voir. C'est là que j'ai connu Max sur les réseaux sociaux dans mon truc. Et moi, je suis très sensible à la condition humaine, à l'histoire, à l'histoire de l'humanité, parce que au départ, depuis 5 ans, j'avais commencé à travailler sur une série qui s'appelle La Mutation. Et la mutation vient du fait que quand j'avais 15 ans et 16 ans, j'ai vu un animal qui devait être tué en Tabaski, comme fête de l'Aïd, qui a pleuré. Donc cet animal a pleuré, puisque je viens d'une famille très religieuse, imam et tout, et dans ma communauté, beaucoup de personnes amènent leur vœux de sacrifice ou mouton pendant l'Aïd chez nous. Et donc, un animal qui passe, l'autre qui passe et l'autre qui passe, et l'autre qui était là, qui attendait son tour, qui a pleuré. Qui pleurait, les larmes coulaient. Et ça, j'ai pris le temps, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je me suis senti lié à cet animal. Et j'ai commencé à me poser des questions à partir de ça, où toute l'humanité pense que l'homme est le seul être doté de sentiments et d'intelligence. Et donc, la question depuis ce temps était: s'ils n'ont pas d'âme, s'ils n'ont pas de sentiments, pourquoi ils pleurent? Et à sa place, je ferais quoi? J'aurais la même réaction. Voyant ma mort en face de moi, j'aurais la même réaction. Donc, quelques années plus tard, oui, pardon. Quand j'ai commencé à faire ce truc, moi je suis un peu, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je suis un peu, quand il y a quelque chose dans ma tête, il faut que je le fasse. Donc, j'ai fait mes propres recherches, j'ai écrit ma propre histoire à partir de là, et j'ai commencé à faire un travail sur le fait que j'ai compris que l'homme, je refuse de croire que l'homme, il vient de Adam et Ève, et je me suis créé une mutation, une mythologie à partir du fait que l'homme est un animal qui a pris conscience qu'il n'est pas animal, qui a pris conscience qu'il est une entité intégrée dans un corps animal. Donc, deux entités dans un même corps, où l'homme a commencé à se battre pour quitter le corps animal pour avoir sa plénitude. Et donc, l'homme se battant pour créer l'animal contre l'animal, son propre animalité.
il a fini par se faire croire qu'il est sorti. Donc, pour prouver qu'il n'est pas animal, il a mangé l'animal. Quand j'étais petit aussi, il y avait ce film qui passait et qui a mis beaucoup de confusion dans ma tête, qui était Racine, où l'acteur était le Kunta Kinte, et je devais avoir 8-10 ans, où on me frappe, et puis on frappe l'autre à la télé. Donc je me dis, ben, je ne suis pas loin de celui-ci. Donc, c'est comme ça, quand j'ai évolué, je suis très sensible à tout ce qui est maltraitance. Très, très sensible. Donc, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, peu importe la manière dont je vais le faire, je vais consacrer, même si ça va me prendre 10 ans de ma vie, il faudrait que je sorte cette histoire sur le plan plastique, à ma manière, à la manière dont je vois cette histoire, à la manière dont... Pour moi, c'est en quelque sorte non seulement leur rendre hommage, mais leur rendre leur humanité, leur donner une identité. Très bien, merci beaucoup. Max Guérou, le travail de Sadikou, c'est la dernière brique, une très belle brique, hein, qui est issue un petit peu de votre propre travail, parce que lorsqu'on regarde ce que vous avez ensemencé, la production, elle est énorme. Il y a eu, je crois, 7 ouvrages dessus, des pièces de théâtre, des pièces de danse. Est-ce que d'ailleurs... Aujourd'hui, vous devez peut-être être même surpris par l'abondance de cette forme de création. Ça ensemençait vraiment la culture. Hein. Oui, alors dès le départ, quand je démarre cette histoire, il faut savoir que la force de l'histoire, je comprends tout de suite que la force de l'histoire va lui donner une grande visibilité. Et que cette visibilité va nous permettre de parler de l'esclavage. Parce qu'elle est incarnée, hein, voilà. comme disait... donc je commence avec ça, et donc je dis, nous allons faire notre travail, mais en même temps, on va faire tout un travail de mise en valeur de ce travail en s'appuyant sur cette histoire. Et donc, on avait prévu de faire un certain nombre de choses que l'on a faites. On les a toutes faites. Hein. On a fait un film, on a fait des livres, une bande dessinée, on a créé des expositions qui ont tourné, mais la surprise, c'est que tout ceci ayant été fait, un nombre incommensurable d'initiatives personnelles indépendantes de nous se sont développées. Donc, vous disiez tout à l'heure, il y a actuellement, en plus du livre d'Irène Frein, que je considère comme un livre qui était... Dans les intentions que l'on avait au départ, puisque je cherchais un écrivain célèbre pour lui faire écrire l'histoire, et il l'a fait. Et on a actuellement 7 romans qui sont consacrés à l'histoire de Tromelin, qui est quand même assez extraordinaire. On a des pièces de théâtre. Alors, actuellement, il y a un jeune Togolais qui est metteur en scène, a fait une pièce de théâtre qui s'appelle le soleil... Le coucher, le soleil, j'ai oublié le titre exact, où il parle de soleil et de coucher de soleil, en fait. Et donc, cette pièce tourne actuellement à la fois en France mais en Afrique. Il y a un théâtre d'objets, je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes de théâtre où on raconte une histoire, mais à partir d'objets que l'on montre, qui tourne également en France. Il y a une compagnie de ballet qui a fait une chorégraphie. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est très difficile dans une chorégraphie d'exprimer un peu ce que représente ce projet, mais l'idée de base est intéressante, c'est-à-dire qu'il m'appelle, il me dit « J'ai lu votre livre, je veux faire un ballet ». Bon, on s'aperçoit que c'est directement issu du travail que l'on a fait. Et il me dit « Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que… les gens qui ont été jetés sur l'île ne se connaissaient pas. Et donc, je fais un ballet où les gens dansent les uns à côté des autres, mais sans se connaître. Donc, son ballet, voilà le principe de son ballet. Donc, il y a, plus étonnant encore, une psychiatre qui a basé son travail sur le nôtre, en disant « Je vais travailler sur le traumatisme
sur le traumatisme non formulé et transmissible. Donc sur la transmission du formalisme non formulé. Et elle travaille sur la question. C'est un traumatisme cela est très intéressant, c'est que c'est un traumatisme qui se transmet d'esclaves de parents en descendants et qui en général n'est pas dit. Ça rejoint d'ailleurs cette recherche psychiatrique, un contact que j'ai eu et qui, pour moi, a beaucoup changé la manière dont je percevais le travail que l'on avait fait. Et je reçois un mail un jour d'une jeune femme. J'ai appris après que c'était une jeune femme. Je ne savais pas, en lisant son message, que c'était une jeune femme, qui me dit « Est-ce qu'un esclave peut porter le nom du bateau qui l'a transporté ?» Je lui dis, je ne sais pas exactement en ce qui concerne un navire négrier, parce que le navire dont on parle, qui s'appelle l'Utile, n'est pas exactement un navire négrier, parce qu'en fait, c'est un court transport entre Madagascar et l'Île-de-France sur un bateau qui n'est pas équipé pour faire le transport des esclaves. Ils sont parqués dans la cale uniquement, alors que sur un bateau négrier, il y a de quoi faire la cuisine. Enfin, il y a tout un cas d'installation qui sont prévus en particulier pour le couchage et autres. Et donc, cette jeune femme, je lui dis, je ne sais pas, mais dans le cas de notre histoire, alors il faut dire que dans les gens qui sont sauvés, il y a un petit garçon que l'on a baptisé d'office Moïse, bien sûr, sa mère et sa grand-mère. Et la grand-mère, on l'appelle du nom du bateau qui l'a sauvé. Je lui dis, le bateau qui les a sauvés, ça s'appelait la Dauphine. Et donc, d'autorité, on baptise la grand-mère Dauphine. Et je lui dis, je ne sais pas pour les navires négriers habituels, mais dans le cas. Et je lui dis, mais pourquoi me posez-vous la question? Elle me dit, ma grand-mère s'appelle l'Utile. Et alors on commence à discuter. Elle était des messages très courts, et puis elle se détend et on échange. Et à un moment donné, je lui dis, c'est extraordinaire que vous m'appeliez en me disant ça. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on mette nos échanges sur le forum de mon site internet? Et elle me répond, surtout pas. Et ça, c'est pour moi un moment extrêmement important, parce que j'ai pris conscience qu'en fait, ce traumatisme, elle était petite fille peut-être, elle pensait peut-être être une petite fille d'esclave et ne voulait pas qu'on le dise. Et donc, à partir de ce moment-là, mon travail a changé, c'est-à-dire que je ne veux pas forcément faire le travail, par exemple, mémoriel que vous faites. L'important, c'est qu'on essaye de trouver le moyen que ce traumatisme disparaisse, c'est qu'on en... Voilà. Et... Ce que vous dites, Max, me rappelle une autre histoire qui s'est passée dans l'océan Indien un siècle plus tard et dont on a les traces aujourd'hui. La Fondation a été associée au travail qui a été fait autour de ça. Et je vais repartir du point où vous êtes arrivé sur le nom des bateaux. En 1840, l'Angleterre a aboli la traite esclavagiste en 1807, et à cette époque, la traite continuait ailleurs dans le monde. Et il y avait des bateaux anglais qui sillonnaient les mers pour empêcher les navires de traite de rejoindre les colonies où on allait mettre les captifs en esclavage. Et ils sillonnaient aussi l'océan Indien. Et ils ont arrêté un bateau qui devait partir au Brésil depuis le Mozambique avec une cargaison de captifs est-africains. Ce bateau anglais, il s'appelait le Lily. Il faut savoir qu'il y a quand même un codicile à cette histoire dont les Anglais sont très fiers. C'est que les bateaux qui allaient chasser les navires de traite anglais, ils ne ramenaient pas les captifs chez eux.
ils amenaient les captifs dans les colonies anglaises. C'était une autre forme de travail forcé. Où ils allaient les mettre dans les plantations, non pas en statut d'esclaves, mais en statut d'engagés, comme on disait. Mais ça restait du travail forcé. Quand ils étaient dans l'Atlantique, ils allaient au Sierra Leone et dans l'océan Indien, ils allaient à Maurice, qui entre-temps était devenue une colonie anglaise. Et donc, parmi ces captifs, donc quand ils ont été débarqués à Maurice, on leur a donné une identité et on les a appelés Lily, L-I-L-Y, nom du bateau anglais. Il se trouve que quelques années plus tard, un ethnographe, fils d'anciens propriétaires esclavagistes à Maurice, franco-mauricien, est venu à Maurice pour régler des affaires de sa famille. Et c'était quelqu'un qui avait une curiosité anthropologique et il s'intéressait beaucoup aux populations est-africaines. Et il a rencontré plusieurs centaines de personnes, donc qui n'étaient plus des esclaves, mais qui étaient des travailleurs dans les champs de canne à sucre de Maurice, et il les a interrogés. Certains, il les a interrogés 30 fois. Il a pris des notes, des milliers de pages de notes. Cette personne qui s'appelait Froberville était assez talentueuse parce qu'il connaissait la musique, il dessinait très bien. Donc il a dessiné aussi les personnes, il a dessiné leur scarification, il a pris en note les chants que certains d'entre eux lui ont chantés quand il leur demandait des souvenirs de l'Afrique, de la bande de l'Est du Mozambique, et en remontant jusqu'en Tanzanie. Et ensuite, sa famille était quand ils étaient en France, ils étaient à côté de Blois. Il a ramené tout ça, ces notes. Il a fait aussi quelque chose qui était très à la mode à l'époque, qui était des masques. Donc il a mis des bandes de plâtre autour du visage des personnes et il en a tiré des masques, 60 masques qu'il a mis. Il y a des photos dans son château à côté de Blois. Il y a une espèce de grande bibliothèque et dessus, il y a des têtes au-dessus. C'est les têtes des captifs africains qu'il a interrogés. Dans le milieu des spécialistes de l'Afrique de l'Est, on connaissait cette histoire. Et on se racontait que peut-être quelque part en France, il y a une archive avec ces notes de Froberville et on ne les avait pas trouvées. Et il y a 6-7 ans, une chercheuse française financée par l'Allemagne, je précise, pas financée par la France, financée par l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de laboratoire spécialisé sur l'esclavage en France. Par contre, il y a un centre sur les esclavages à Bonn qui a une centaine de chercheurs, une centaine. Et parmi ces chercheurs, il y a cette historienne qui s'appelle Clara Boyer-Rossol. Elle est entrée en contact avec la famille Froberville. Et un lointain ancêtre, descendant direct d'Eugène de Froberville, l'ethnographe du 19e siècle, lui a dit « Mais j'ai des vieux papiers dans mon grenier, est-ce que vous ne voulez pas venir voir ?» Elle y allait, elle a retrouvé les papiers, et pendant 5 ans, elle les a analysés. Elle a aussi découvert les bustes. Les bustes n'étaient plus dans la famille Froberville. Ils avaient été donnés dans l'entre-deux-guerres au château royal de Blois, qui ne savaient pas quoi en faire, parce que ça n'avait rien à voir avec la Renaissance. Alors, il y a eu des copies qui sont parties au musée de l'Homme. Mais voilà, ça prenait la poussière dans le grenier des Froberville, la poussière dans les réserves du château de Blois. Et grâce à Clara Boyer-Rossol, les bustes, les notes, les personnes ont repris vie. Elle a, en utilisant les annotations que Froberville avait fait à l'intérieur des bustes, dans la partie creuse, elle a réussi à rapprocher tous les bustes, tous les visages de toutes les notes de Froberville. Ce qui fait qu'elle a nommé tous les bustes. Une partie de son travail a été donnée
en exposition au Château Royal de Blois l'année dernière, l'automne dernier. La Fondation était associée à l'exposition. Si ça vous intéresse, il y a un podcast de France Culture qui a été fait en 2 parties qui raconte cette histoire, cette histoire-là. Il y a un catalogue aussi qui doit encore être disponible de l'exposition qui s'appelle Visage d'ancêtre. Et à la fin, il y a une vingtaine de pages, enfin de doubles pages, où il y a le visage de la personne représenté de façon hyper réaliste. Et il y a le récit que Clara a refait à partir des notes de Froberville. Et donc, quand on lit ça, on découvre des noms qui reviennent. Et donc, petit à petit, on s'habitue à la géographie du Mozambique au début du 19e siècle, dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Il y a des noms qui ressortent, il y a des destins qui ressortent, il y a des détails aussi. Le bébé qu'on trouve sur l'île Tromelin quand on va sauver les rescapés, c'est un détail qui frappe, qui vous marque, vous vous en souvenez. Moi, en lisant le catalogue de Visage d'ancêtre, c'était le prix que Clara Boyer-Rossol avait retrouvé d'un esclave au Mozambique au début du 19e siècle. C'était, je crois, une malle de tissu pour acheter une personne humaine. Et donc, avec tout ça, elle a fait cette exposition que j'ai vue. Je peux vous dire que voir ces bustes en vrai, j'avais vu les photos. J'avais lu le catalogue avant d'aller voir l'exposition. J'avais discuté avec Clara Boyer-Rossol. Je croyais connaître cette expo. Quand je les ai vus en vrai, j'ai vu des personnes réelles. Parce que le niveau de représentation, de détail, était tellement spectaculaire que tout à coup, je me retrouvais face à un ancien captif mozambicain de 1846. Et ça, jamais... on a l'occasion de faire ça. Quand vous regardez, quand vous cherchez les représentations de l'esclavage de cette époque-là, on est juste au début de la photographie, donc il y en a quelques-unes, mais c'est très rare que les personnes soient les sujets des photos. On les voit dans le fond, dans des photos de groupe ou dans des photos qui représentent les familles de propriétaires ou les champs. Mais là, en buste et puis mis comme des têtes d'empereurs romains, en fait. Hein, c'est à ça que ça représente. C'était très fort. Et c'est là où je reboucle avec ce qu'avait dit Max, c'est que des Lili, il y en a encore aujourd'hui. Et que Clara, elle en a retrouvé. Elle en a retrouvé en France, des immigrés mauriciens qui s'appelaient Lili. Elle en a retrouvé à Maurice, des qui s'appelaient Lili. On les a fait venir. C'était bouleversant dans la cour du Château Royal de Blois. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Blois. Donc, on est dans un château de la Renaissance où on ne s'attend absolument pas à être confronté à des histoires de l'esclavage. Et il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues et qui ensuite sont allées voir le visage de leurs ancêtres. Il y en a, on avait demandé à 2 de participer à la table ronde qu'on avait faite au rendez-vous de l'histoire avec France Culture. Et l'une d'entre elles a dit moi, j'ai toujours cru que mes ancêtres étaient esclaves, parce que quand on est noir, d'origine africaine à Maurice, on sait d'où on vient. Et puis, en plus, la société mauricienne vous le rappelle, parce que les afrodescendants à Maurice sont encore aujourd'hui victimes de racisme et de discrimination. Donc elle croyait ça. Et en fait, en découvrant l'histoire du bateau Lili, elle a découvert que l'histoire était un peu différente, que ses ancêtres n'étaient pas esclaves. Ça lui enlevait pas un poids, mais ça lui disait quelque chose sur elle qu'elle pensait ne jamais connaître. Ça lui racontait une histoire différente. Et ça incarnait aussi ça. Et elle disait, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le visage de ses ancêtres. Et ce qui était exceptionnel dans cette collection, hein, qui est probablement la collection sur l'Empire colonial français la plus riche en ce qui concerne l'esclavage et les traites, tous océans confondus, Atlantique, océan Indien. Ce qui est extraordinaire dans cette découverte, c'est qu'elle nous montre des êtres humains avec des talents
hein, dans les notes, les chansons, les aptitudes de ces personnes. Il y en avait un qui était un peu le confident de Froberville, celui avec qui il s'est entretenu une trentaine de fois et qui raconte plein de choses. On connaît le nom de sa fille, de son fils, de sa femme. Il y a plein de choses. Et ça incarne les choses. On n'est plus dans le tableau de Biard dont je parlais tout à l'heure, de 1848, où il y a le préfet, le gouverneur qui proclame l'abolition, et puis il y a une masse indifférenciée de personnes, toutes reconnaissantes envers la République, et c'est le seul message que la République veut délivrer, c'est « soyez reconnaissants à l'égard de la République ». Elle ne dit rien sur la vie de ces gens, elle ne dit rien sur leurs aspirations, elle ne dit rien sur ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils vont apporter à la société, à l'humanité, alors que ces traces-là, et là, ce qui était pour le coup exceptionnel, c'est que ce n'est pas des traces qu'on est allé chercher dans l'archéologie, c'est des traces écrites, c'est des témoignages uniques. Et ce qu'on espère, c'est que l'histoire va continuer, parce que les bustes vont partir là à l'île Maurice cette année. Il y a un musée de l'esclavage qui est en train d'être construit à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Ils devraient partir, peut-être qu'ils partiront avec le président de la République d'ailleurs. Nous, on a essayé d'expliquer aux autorités françaises que cette collection, elle disait quelque chose de puissant de cette histoire mondiale, et elle avait la même valeur en termes symboliques que par exemple les trésors d'Abomey que la France a restitués au Bénin, et qu'il fallait que la France s'investisse. Alors on a eu un peu de mal à se faire entendre. C'est en train de venir petit à petit, j'espère, mais ça montre que c'est une histoire qui nous réunit et que c'est une histoire profondément humaine. C'est ce que disait Max. Quand on parle de l'esclavage, on parle souvent, et c'est normal, hein, parce que c'est un crime contre l'humanité, c'est de l'exploitation humaine extrême, on parle de souffrance, mais on parle rarement de courage, on parle rarement de choses qui nous élèvent. Et pourtant, dans la résistance de ces personnes, dans l'expression de leur humanité, il y a quelque chose qui nous élève, et c'est aussi ça qu'on peut trouver dans cette histoire. Évidemment, il y a des ports importants. Nantes est le plus important. On parle après de Bordeaux. Lorient, par exemple, c'est un nom, je ne sais pas si vous saviez réaliser ça, mais au début, quand Lorient a été créé, c'est Colbert qui a créé Lorient, ça s'écrivait L''Orient, parce que c'est le port de la Compagnie des Indes. Et quand Colbert crée les deux compagnies des Indes occidentales, Compagnie des Indes orientales, il les dote d'un port, et ce port, c'est le port de Lorient, en 1666. Avant, il n'y avait pas de port à Lorient, et c'est une ville nouvelle qui est née du commerce colonial. Comme je le disais, c'est une économie. Une économie, c'est un système. Les marchandises, les biens, les matières premières circulent le long des fleuves, à l'intérieur des terres. Et si on remonte la Loire, par exemple, Orléans est une grande ville liée à l'esclavage, parce qu'il y a eu une industrie du sucre. On fabriquait les pains de sucre, et ça, c'était lié aux principes coloniaux que Colbert avait imposés dans la construction de l'empire colonial français. Les colonies n'étaient là que pour produire le produit brut et le vendre à vil prix à la métropole, qui devait avoir toute la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'était l'exportation, la revente de toutes ces marchandises, le sucre, le café, le tabac, dans le reste, enfin, en France métropolitaine et dans le reste de l'Europe, et la transformation. Et donc, Orléans, c'est une ville de transformation du sucre. Quand on est sur la Normandie, ça, c'est quelque chose que on sait peu, mais le deuxième port en termes dans les expéditions de traite, c'est pas Bordeaux, c'est Le Havre. Le Havre, qui est créé aussi en tant que port important au XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, et enfin, je fais attention parce qu'il y a des gens proches de l'Académie de Marine qui... 16e, voilà. En tout cas, c'est pas un port aussi vieux que celui de Marseille. Voilà. Oui, puis il y a une statue de François Ier au Havre. Mais l'argent n'est pas au Havre.
L'argent, il est à Rouen, plus loin, sur la Seine. Et puis, il y a une grande ville qui est liée à cette histoire, c'est Paris. Paris, parce que c'est le centre du pouvoir politique. Et quand on parle du centre du pouvoir politique, il y a une autre ville qui est centrale dans cette histoire, c'est Versailles. Parce que je parlais de Colbert tout à l'heure, je parlais de Louis XIV, de Choiseul, de Louis XV. J'aurais pu parler de Louis XVI, qui a pris un édit en 1777 qui s'appelle l'édit de la police des Noirs, qui interdit aux personnes noires de rentrer en France parce qu'on n'a pas envie qu'elles se contaminent avec les idées de liberté d'une métropole où on ne pratiquait pas l'esclavage et qu'elles importent ensuite ou qu'elles exportent ces idées de liberté dans les colonies d'où elles venaient. Tous ces gens-là, tous les textes qu'ils ont édictés ont été pensés, mis en œuvre à Versailles. Le rapport qui a été fait du naufrage de Tromelin, les instructions qui ont été envoyées à l'Île-de-France pour aller rechercher, tout ça, c'est parti de Versailles. Et on n'associe pas Versailles à l'esclavage, on n'associe pas Versailles aux colonies. Pourtant, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI étaient à la tête d'un immense empire colonial. Et en 1789, c'est le moment où cet empire colonial est à son sommet. Jamais la colonisation française n'a rapporté autant qu'en 1789, grâce à une colonie qui était l'équivalent du Qatar en termes économiques, qui s'appelait Saint-Domingue, grâce au sucre et au café. Sur les rescapés, il y a d'abord une chose dont on ne parle jamais et qui est probablement un traumatisme très fort, celui de le fait que quand un esclave arrive, il a un nom. Hein, il vient d'un pays, il a un nom. Et on lui dit non, tu vas t'appeler Jules. Et c'est pour ça, par exemple, et ce qui est important dans notre histoire, c'est que la mère du petit garçon connaît son nom malgache. Elle s'appelle Semiavou, celle qui n'est pas orgueilleuse, heureusement. Et on lui dit, vous vous appellerez Ève, ce qui n'est pas un mauvais nom, mais et on considère ça comme normal. Je veux dire que le fait d'attribuer un nom d'office à quelqu'un, c'est-à-dire nier complètement son existence antérieure, c'est tout à fait normal. Et on ne le relève jamais comme traumatisme. Je veux dire que, en fait, je vous l'ai dit, l'essentiel des preuves que l'on a obtenues de leur organisation sociale, c'est la manière dont ils ont géré leur habitat, comment ils l'ont construit contre les règles traditionnelles, comment ils ont alors c'est là, ça m'a fait d'ailleurs une réflexion sur les ethnologues qui en général étudient une population, ils disent c'est comme si, c'est comme ça, et quand la nécessité se présente, tout ça s'écroule, hein, on en change. Donc ça, c'était aussi une réflexion intéressante. Donc parmi les objets qu'on a trouvés, donc il y a de nombreux objets qui sont, mais pour la preuve d'humanité, c'est des objets. On a retrouvé des objets qui étaient des objets de la vie courante, domestique. Donc, parmi ces objets, des cuillères qu'ils ont fabriquées eux-mêmes. On en est sûr parce que on a retrouvé des ratés de construction. Ils sont construits avec des feuilles de cuivre. Donc on a le cuiron, enfin la partie ronde de la cuillère, et puis deux petits ergots que l'on replie sur le manche. Je n'ai pas trouvé nulle part de référence de ce type de cuillère. Ça doit exister, mais je ne comprends pas trop d'où vient cette forme s'ils l'ont inventé ou s'ils l'avaient vu. Et puis ils avaient ce qu'on a d'abord identifiés comme des fourchettes, en fait, des pics. On a trouvé des triangles allongés en cuivre qui, de toute manière, probablement leur servaient de pics pour manger. Mais après avoir étudié un peu des découvertes archéologiques à Madagascar, on s'est aperçu que c'était aussi des pointes d'éméloir. Les gens qui ont les cheveux crépus se coiffent avec une pointe.
une pointe d'éméloir qui est en général en bois, en cuivre, en fer. Et parmi les pointes d'éméloir que l'on a trouvées, 2 étaient décorées d'un dessin. Et à partir du moment où vous trouvez quelqu'un qui, dans cette détresse abominable où il se trouve le temps de décorer une pointe d'éméloir, déjà, c'est une preuve, preuve à la fois d'humanité, une preuve de vie sociale, c'est-à-dire c'est une preuve que l'on est sorti de la survie pure et dure. Et alors on trouve par exemple une bague qui est faite d'un fil de fer simplement. On trouve un bracelet qui est un fil de cuivre qu'on a recourbé. On trouve des chaînettes faites avec du cuivre. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'objets complètement presque insignifiants, mais qui marquent bien l'humanité de ces gens et un souci social, hein, parce que si je me décore, c'est que je veux plaire à quelqu'un. Donc je ne me fais pas seulement plaisir pour moi. Parmi les objets intéressants, on a trouvé, ça ressemblait à un galet, hein, et c'était de l'encens. Or, il n'y a pas d'arbre qui donne de l'encens sur l'île. Donc, ils avaient fait toute leur traversée avec, dans leur poing ou quelque part, garder cet encens. Pourquoi l'encens? C'est à la fois quelque chose qui sert physiquement et moralement. Donc, quand on brûle de l'encens, c'est pour faire un signal d'apaisement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais lu un compte-rendu au Brésil, un lieu un appontement sur lequel arrivaient les navires de traite brésiliens, où dans les fouilles, ils avaient trouvé effectivement de l'encens. Donc, on est à peu près certain que les esclaves, alors, dans le dénuement le plus complet, transportaient des petits objets comme ça qui sont symboliques de l'endroit d'où ils viennent. On a pris cet encens, on l'a fait analyser, on a trouvé l'arbre de Madagascar qui le produisait. Quand je dis qu'ils ont reconstitué une société, c'est qu'on a la certitude qu'ils ont fait des choses qui ne pouvaient pas être faites individuellement. Quand je construis leur habitat, leur habitat est construit avec des blocs de corail et des pierres. Or, en Madagascar, à l'époque, il est interdit de construire sa maison en pierre, c'est réservé aux tombeaux. Donc, l'idée de construire un habitat en pierre, ça ne peut pas être une initiative personnelle. On imagine que c'est issu d'un débat, et d'un débat qui a dû être compliqué. Hein? Donc, voilà un exemple. Mais il y en a d'autres. Au milieu, on a une quinzaine d'années, et on arrive, en faisant la recherche archéologique, à trouver au moins 3 états de leur habitat central. Donc, un exemple aussi qui montre que il y a une mini-société qu'il se crée. À Madagascar, l'habitat est individuel dans un enclos orienté par rapport aux points cardinaux. Ce qu'on trouve, c'est un habitat autour d'une place centrale où les bâtiments sont les uns à côté des autres, qui sont d'ailleurs l'image de la solidarité, mais aussi de l'économie de moyens. Donc, en fait, l'orientation par rapport aux points cardinaux, la nécessité de survivre fait qu'on met la porte sous le vent pour pas que le sable rentre. Hein. Donc, tout bêtement. Donc, ce choix d'habitat, déjà, montre que, aussi, ce n'est pas des initiatives individuelles qu'on en décide communément. Et puis, à un moment donné, probablement, ils sont tout près de la mer, il y a un cyclone qui passe, la mer monte, et ils sont probablement complètement dévastés par le vent et la mer. Et ils construisent un grand mur par-dessus les habitats qu'ils ont construits déjà avant,
qu'un mur qui fait 10 mètres de long, 3 mètres de large et 2 mètres de haut. Ce n'est pas une initiative personnelle, c'est unique, c'est forcément... pour pouvoir ce mur, il faut qu'ils travaillent tous ensemble et il faut qu'ils décident ensemble. Donc, aussi curieux que ça paraisse, c'est simplement les preuves principales de la constitution d'une société viennent de la manière dont ils ont géré leur espace et leur habitat. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu en douter qu'ils fassent société? C'est difficile. C'est difficile dans la mesure où ce sont, ce que je disais à propos du ballet des gens, ce sont des gens qui viennent de partout. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas a priori. Bon. Pardon, qui sont en captivité quelque part là, sur un îlot d'1 kilomètre carré. Il aurait pu y avoir aussi une lutte pour la survie. Donc, alors peut-être y a-t-il une lutte sur la survie, parce que on en arrive à la conclusion en regardant tous les documents que l'on a, archéologiques ou historiques, avant ou après, qu'ils ont dû se retrouver assez rapidement, une quinzaine, sur les 80 d'origine. Donc, qu'est-il advenu des... Alors, on sait qu'une trentaine d'entre eux sont partis sur un radeau assez rapidement. Donc, nous, on arrive au fait que des gens qui sont décédés entre le moment où on les laisse et le sauvetage, c'est une 30 ou 40. Mais on ne sait rien des conditions dans lesquelles ces gens sont morts. Et un des gros manques que l'on a dans le travail qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver les sépultures. Il y a en 1851 un bateau anglais qui débarque sur l'île, où des gens débarquent sur l'île, et l'officier qui fait un rapport et signale qu'il a trouvé ce qu'il estime être des tombes, mais qu'il n'avait pas d'outils pour creuser, et on ne sait pas. Mais il dit simplement « in the neighborhood ». Donc le problème, ce n'est pas une distance très précise, quoi. Dès que nous, on a l'appel à la main, on ne peut pas couvrir quand même des hectares à creuser. On a eu la dernière année la chance que les terres australes qui gèrent l'île de Tromelin nous passent par avion une pelle mécanique. Et donc on a pu chercher, mais on n'a pas trouvé ces sépultures. Bon, ceci dit, donc on peut dire oui, mais c'est à l'inverse que quelqu'un aurait pu dire, mais qu'est-ce qui vous prouve vous affirmez que normalement, puisque ce sont des êtres humains, ils ont pu retrouver une vie sociale, mais il pourrait y avoir des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui vous prouve qu'ils ont reconstitué une vie sociale? Donc l'important pour nous, c'est d'avoir la preuve qu'ils ont reconstitué une vie sociale. Alors, ça peut être naturel, selon votre opinion, mais ce n'est pas dans l'opinion de tout le monde que ça puisse être naturel. Surtout, je vous dis, dans la mesure où ce sont des gens qui sont probablement d'ethnie et d'origine différentes, et que pour qu'ils s'entendent, c'est pas forcément, c'est pas évident, je pense. Je voulais donner quelques précisions quand même. Ce projet a commencé dans les idées il y a 20 ans. Bon, il a donné lieu à 4 missions, ce que vous aviez dit, entre 2006 et 2013. Mais en réalité, s'il faut bien dire, c'est une initiative individuelle. C'est au départ, c'est mon idée, mais ce qui en fait toute la valeur, c'est le nombre de gens qui ont suivi. J'ai fait un peu Hans, le joueur de flûte, mais de nombreuses administrations, des gens de toutes sortes, y compris bien sûr votre maison, ont suivi ce courant. Ce que je voulais ajouter aussi, qui est important, c'est qu'il faut savoir que toute l'équipe qui a fait ce travail est entièrement bénévole. Donc, quand je fais le bilan de ces opérations, à la fois financiers en particulier, on s'aperçoit que si je chiffre le bénévolat, il est équivalent à toutes les aides financières que l'on a reçues. Donc, au moins une dizaine de personnes a travaillé bénévolement pendant toute cette période. Donc, ça, il faut le souligner, parce qu'en fait, en général, quand on considère le bénévolat comme quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance, mais même financièrement, c'est important.
Merci à tous. Merci.